Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. L'Algérie renforce ses liens avec les pays du continent. Cela a justement été l'objectif du périple africain ces derniers jours du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et de Selma Barta, secrétaire d'État aux Affaires africaines, au Burundi, en Angola, en Ouganda, en Éthiopie et au Burkina Faso. Après la visite à Alger du président sud-africain Cyril Ramaphosa et celle du président de la République à Nouakchott, l'Algérie donne le là à une dynamique nouvelle dans ses relations africaines à différents niveaux de concertation et de coopération surtout. L'occasion d'examiner bien sûr les principaux dossiers et questions de l'agenda de l'Union africaine dont la présidence tournante va bientôt revenir à la République d'Angola justement. L'Afrique au cœur des tractations géopolitiques mondiales est donc traversée par des failles politico-sécuritaires inquiétantes avec notamment la CEDEAO divisée à la suite du retrait annoncé de 3 de ses membres de ces instances, la guerre au Kivu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ou encore la guerre civile au Soudan. L'Afrique doit se renforcer de l'intérieur avec d'abord un front économique régional multilatéral puissant. Nos invités pour en parler, d'abord sur le plateau, Zine Cherfaoui, journaliste et consultant à Ifriqiya FM. Bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir. Spectateur de Canal Algérie. Merci beaucoup Zine Cherfaoui. Tariq Hafid aussi nous fait l'honneur d'être avec nous. Vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. Bonsoir Tariq. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Via Skype, nous avons avec nous depuis Paris Badis Khnissa, également expert en relations internationales. Bonsoir Badis Khnissa. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Et avec nous également Mourad Selami, journaliste, éditorialiste et expert en développement de médias, notamment en Afrique depuis Tunis. Bonsoir Monsieur Selami, qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors d'abord une question assez simple pour commencer. D'abord, pourquoi ce périple africain du ministre des Affaires étrangères? Pourquoi maintenant, selon vous, Zine Cherfaoui? Alors pourquoi ce périple? Je pense que ce périple répond un petit peu et même beaucoup à la volonté du président de la République de renforcer les liens entre l'Algérie et les pays africains, particulièrement les pays d'Afrique australe avec lesquels l'Algérie partage a en commun beaucoup de valeurs. On peut parler par exemple de l'Angola. L'Angola est un pays ami depuis de longue date. L'Algérie a beaucoup appuyé l'Angola, ou du moins n'a ménagé aucun effort durant les années 90 pour mettre fin à la guerre civile qui a ravagé ce pays. Le Burundi et l'Ouganda, il faut juste rappeler aux téléspectateurs de Canal Algérie que cette région, la région des Grands Lacs, c'est une région que les diplomates algériens connaissent très bien. Ouais. L'Algérie a eu de grands diplomates qui, d'ailleurs, de par leur expertise, ils ont travaillé avec l'ONU justement pour résoudre les différentes crises qu'il y a. Notamment au Burundi. Alors au Burundi. Qui a connu des épisodes très, très violents aussi. Oui, au Burundi, en République démocratique du Congo. Oui. Il y a un conflit qui oppose aussi la République démocratique du Congo au Rwanda. On a eu Mohamed Sahnoun, Saïd Djinnit, Lina Zerougui. Donc oui. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Donc bon, après, il y a eu la décennie noire, ensuite l'Algérie, durant les années 2000, a essayé de renouer. Alors la décennie noire a un petit peu éloigné l'Algérie de sa profondeur stratégique, le Sahel, mais plus largement de l'Afrique. Il y a eu les années 2000. Alors les années 2000, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour permettre à l'Algérie de renouer avec l'Afrique, et ces efforts se matérialisent à travers, par exemple, le lancement du NEPAD. Oui. Alors le NEPAD, c'est un peu une fusion entre deux plans, plan Oméga et plan Millennium. Et donc, alors le plan Millennium, c'est un plan qui a été lancé, ou du moins dont la promotion a été faite par l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria. Parallèlement au plan Millennium, il y a eu le plan Oméga de Abdoulaye Wade
et du défunt président Moubarak. Et donc les deux plans ont fusionné pour donner le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. C'est un partenariat, c'est une initiative justement conçue pour permettre à l'Afrique de rattraper son retard. On va y revenir justement dans différents domaines. Sur le NEPAD, c'est très important. Oui, oui. Alors le lancement du NEPAD a permis à l'Afrique d'avoir à nouveau de la visibilité au plan mondial. Alors depuis les années 2000, alors pratiquement les principaux promoteurs du NEPAD, il n'y a pas eu de G7 où un président africain n'a pas participé. Le défunt président Bouteflika, pratiquement depuis les années 2000, a pratiquement participé à tous les G7, ce qui a permis d'abord à l'Algérie de retrouver sa place dans le concert des nations, mais à l'Afrique aussi d'avoir une très grande visibilité à l'international et de poser justement les problèmes et les problématiques de l'Afrique. De l'Afrique. Donc, et justement, l'Union africaine parle aujourd'hui au G20, au G7 directement. Exactement. Donc là, la décision prise par le président Tebboune justement de raffermir ou de consolider les relations avec les pays de la région des Grands Lacs, mais plus largement les pays d'Afrique de l'Est, les pays d'Afrique australe, justement, répond à la volonté, justement, à une logique qui consiste justement à unir les efforts de l'Afrique pour essayer d'apporter les réponses adéquates aux différents défis que le continent affronte. Oui, alors justement, Talek Ravid, Zine Charfaoui a un peu anticipé sur ma question sur le choix des pays dans le cadre de ce périple diplomatique du ministre des Affaires étrangères. Alors, si le choix nous paraît un peu évident aujourd'hui, même si ces pays sont lointains géographiquement, ils ne sont pas proches comme l'Afrique de l'Ouest que nous connaissons beaucoup mieux, est-ce qu'il y a aussi ce contexte géopolitique international qui peut nous dicter aujourd'hui cette nouvelle dynamique dans les relations africaines, qu'il faut il faut les approfondir, il faut aller les renforcer? Totalement, il faut aller là où les décisions au niveau régional de chaque, c'est-à-dire du continent, là où les décisions sont prises au niveau régional au sein de notre continent, c'est-à-dire que ça soit en Afrique australe, que ça soit aussi dans la Corne de l'Afrique. Et il est important d'avoir un ministre, et c'est ça qui est important, un ministre qui ait la capacité justement d'aller à la rencontre des officiels des autres pays. Quand on le dit comme ça peut paraître évident, mais on a eu quand même à un certain moment, il y a un peu plus d'une décennie, des ministres qui avaient des ministres des Affaires étrangères qui avaient quasiment tourné le dos à l'Afrique et qui refusaient même d'aller dans des pays africains. Là maintenant les choses sont en train de changer et c'est très bien. Alors pourquoi ce périple selon vous ? Pourquoi c'est en train de changer? Pourquoi ces périples africains deviennent importants pour Alger? Ils sont importants parce que l'Algérie considère qu'il est maintenant temps, effectivement, de se tourner vers l'Afrique. On le dit, simplement, il y a un constat à faire, c'est que l'Algérie le fait très bien sur le plan officiel, sur le plan institutionnel, mais a quelques difficultés à le faire sur le plan, on va dire, économique. Et c'est ça maintenant qui doit être mis en branle, mais tout à fait. On le voit, par exemple, ça s'est fait il y a à peu près 2 ans à travers la Mauritanie et le Sénégal. Mais il faut, je pense, passer à une vitesse supérieure. Il faudrait qu'en Algérie, on puisse voir et palper, c'est-à-dire concrètement les résultats de ces efforts diplomatiques. De ces efforts. C'est-à-dire qu'on le voit à un niveau institutionnel, donc au niveau des ministères, au niveau des institutions. Donc vous dites qu'il y a la volonté, mais que ce n'est pas la volonté, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place des mécanismes, mettre en place. Il faudrait, par exemple, au niveau de toutes les ambassades en Afrique, avoir des gens qui comprennent, qui savent ce que c'est que le commerce, qui savent ce que c'est que le business. C'est à ce niveau-là, déjà qu'il faut travailler. Il faut travailler au niveau bancaire. Il ne suffit pas simplement d'ouvrir des agences. Et je ne fais que reprendre ce que disent des amis qui sont dans les affaires, des amis qui sont très impliqués, qui essaient d'être impliqués en Afrique, qui disent il est peut-être plus intéressant d'acheter des banques en Afrique, déjà
qui ont déjà des réseaux, plutôt que de se lancer dans la création d'une banque, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et c'est beaucoup plus avantageux d'acheter des banques, et il y en a, je me souviens avoir rencontré l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire qui disait, mais venez, il y a des banques, il faut les acheter, des banques qui sont déjà présentes en Afrique de l'Ouest, qui ont leur direction en Côte d'Ivoire, mais qui sont présentes déjà en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il est important de faire ça. Ce qui est intéressant aussi sur le plan institutionnel, c'est que maintenant on commence à avoir une stratégie. La stratégie, on la voit à travers... je pense que c'est, je dis comme ça, c'est calqué un peu sur le modèle chinois, à travers des routes. Et, oui, donc la transsaharienne. La transsaharienne et surtout... le gazoduc. Non, ça c'est un peu plus compliqué, je pense, que pour le gazoduc avec le Nigeria. Mais déjà la route... On parlait de stratégie, hein, oui, bien sûr. Mais vraiment la route, je pense que la route Tindouf-Zouérate, c'est un élément qui est très très important. Donc pour ouvrir plus de perspectives économiques. Énormément de perspectives. Et il y a aussi un projet qui avait été annoncé par le président de la République il y a à peu près 2 ans et demi, c'est le hub de Tamanrasset qui va ouvrir des possibilités économiques, mais qu'on ne peut même pas imaginer maintenant. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose avant de donner la parole à notre juste invité, par rapport Pascal. à ce que je rebondis un peu sur un commentaire que vient de donner mon ami Tarek Hafed. Cette offensive, moi j'aime pas trop le terme, parce que bon, on ne mène pas une offensive en direction de pays amis, on parle de renforcement de relations bilatérales. Il faut admettre que ces 15 dernières années, ou ces 10 dernières années, l'Algérie a un petit peu tourné le dos à l'Afrique en raison de problèmes internes. Souvenez-vous, avant 2019, l'Algérie avait un président malade qui ne pouvait pas se déplacer en Afrique. Il y a eu la parenthèse du Hirak. Alors l'Algérie à cette époque-là était plus concentrée sur ses problèmes internes que sur son voisinage ou sur des questions internationales. Et donc l'Algérie était très peu présente dans les assemblées africaines, dans les rencontres africaines, etc. Et donc il faut le reconnaître, entre 2015 et 2019, on a assisté à une sorte de déclassement diplomatique. Même lorsqu'il y a des photos de famille de l'Algérie n'était pas présente. L'Algérie n'était pas présente, ou elle était très peu visible. Ça nous a coûté selon vous? Ça nous a coûté un retard. Ça nous a coûté un retard. Un retard dans quelle matière? La nature a horreur du vide. Lorsque vous n'êtes pas présent, d'autres le font à votre place. Oui. Et donc, me semble-t-il, nous sommes dans une sorte de période de rattrapage. Nous reprenons des positions qui étaient, il y a 20 ans, qui étaient les nôtres il y a 20 ans. Donc, je pense qu'il y a ce souci-là. Aujourd'hui, il s'agit d'être partout présent sur le continent. Oui. Et cette action, cette initiative est facilitée par le fait, ne l'oublions pas, que lorsque l'on prend par exemple l'exemple de l'Afrique australe, l'Algérie n'a que des amis dans cette région-là. Oui. L'Afrique du Sud, je pense que nous avons... Oui, l'axe Alger-Abuja est renforcé aujourd'hui, l'axe Alger-Pretoria, Alger-Luanda, Alger-Lubumbashi. Alors vous avez autant de pays avec lesquels l'Algérie entretient de très bonnes relations politiques, qu'il s'agit aujourd'hui... alors, il faut transformer l'essai. C'est bien d'avoir des relations politiques, mais si en parallèle on peut aussi avoir de très bonnes relations économiques, pourquoi pas? Alors justement, surtout que ce sont des pays qui ont beaucoup à donner aussi. Oui, et ce sont des économies qui en valent la peine, c'est-à-dire qui donnent des résultats assez positifs. Alors, juste un exemple. Par exemple, vous avez l'Ouganda qui est l'un des principaux producteurs de café au monde. Le Burundi également, avec le café et le thé. Donc il y a matière évidemment à investir. On va donner la parole à Badis Nissa aussi, et vous demander, Badis Nissa, votre avis sur la question, ce périple diplomatique qu'il faut aujourd'hui
ces efforts diplomatiques, plus globalement, qu'il faut transformer en action, en partenariat économique. On va revenir sur les détails économiques, notamment avec le ministre des Affaires étrangères qui a annoncé pour l'Angola, par exemple, la signature prochaine d'une vingtaine d'accords de coopération avec ce pays qui concerneraient des domaines prioritaires selon le ministre des Affaires étrangères. Il annonce aussi la préparation d'une réunion de la commission mixte algéro-angolaise et d'un conseil d'affaires. Badis Renissa. Il me semble pertinent de souligner quelques éléments majeurs qui peut-être expliquent aujourd'hui ce marathon diplomatique de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique. D'abord, l'Algérie aspire à maintenir, consolider et renforcer les canaux de dialogue entre les pays africains. Et quoi de mieux que l'Algérie, effectivement, comme levier de médiation, levier de discussion, de réflexion, mais surtout d'action commune africaine. Et c'est là où je dirais le cœur de la problématique et en même temps de la solution, puisque une Afrique forte, c'est une Afrique aussi qui réfléchit collectivement. Et pourquoi l'Algérie aussi œuvre dans ce sens, c'est ce que j'ai qualifié de diplomatie collaborative, c'est-à-dire une diplomatie de l'action commune africaine. Et aussi, il faut rappeler que cela s'inscrit dans le sillage des efforts consentis de l'Algérie, pas plus tard que le 2 décembre dernier, où s'est tenu le séminaire pour la paix et la sécurité à Oran, qui a été sanctionné par le processus d'Oran. Et donc un processus qui donne d'une manière pragmatique des éléments qui balisent le chemin notamment, et qui surtout encourage et promeut la collégialité, la concertation et la réflexion dans une intelligence collective, mais surtout aussi stratégique. Et c'est là où l'Algérie intervient par son leadership inné, par aussi son ADN, par sa diplomatie historique, par aussi son histoire révolutionnaire, avec cette légitimité, cette bienveillance aussi dans sa diplomatie, puisque, faut-il le rappeler, que l'Algérie le fait dans un élan d'intérêt commun, et d'ailleurs c'est pourquoi, entre parenthèses, elle exige qu'il y a une convergence sur les éléments, les fondamentaux, à savoir l'intérêt commun, qui est illustré par l'intérêt des peuples africains pour être au rendez-vous justement avec l'espoir. Donc une Afrique forte, c'est aussi des locomotives comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays, pour explorer, pour essayer de réfléchir sur des solutions globales, inclusives, mais surtout aussi des solutions africo-africaines pour des problématiques africaines. Et éviter justement des ingérences comme on a pu le voir par le passé. Faut-il rappeler cette tentative avortée de hold-up de l'Union africaine par l'entité sioniste, mais également d'autres ingérences que nous avons vues. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a le recul de certains pays occidentaux comme la France. Ça augure effectivement qu'il y a une nouvelle ère qui s'inscrit dans le temps, sur du long terme, et qui se veut être justement dans un affranchissement total. Mais par contre, il faut accompagner cet affranchissement, cette souveraineté de la décision politique par un élan, par une feuille de route commune, collective, qui répond aux intérêts de l'Afrique, mais surtout aussi pour qu'elle soit, je dirais, au rendez-vous de ses potentialités et de son avenir à travers d'autres dispositifs. Et si vous me permettez, dernier élément, et non des moindres, il faut rappeler aussi que l'Afrique a besoin d'être entendue, et pour cela, il faut porter sa voix d'une manière collective. L'Algérie aujourd'hui aussi, elle s'active et elle ne ménage pas ses efforts, parce qu'elle est aussi, faut-il le rappeler, membre non permanent du Conseil de sécurité. Elle œuvre ardemment et résolument et énergiquement pour la réforme du Conseil de sécurité, pour une meilleure représentativité, notamment au sein de l'ONU. L'Afrique qui compose le tiers des membres de l'ONU et qui aujourd'hui est faiblement représenté. Donc tout cela, tout cet agrégat, si vous voulez, d'éléments majeurs, mais surtout de curseurs qui exigent aujourd'hui un travail de fond, un travail rigoureux, un travail sérieux, et que l'Algérie aujourd'hui porte bien, en tout cas en droite ligne avec ses aspirations, mais surtout aussi en droite ligne avec ses croyances, sa foi, sa bonne foi. Et ses intérêts aussi. Absolument, sa disponibilité pour l'intérêt collectif. Justement, Badis Renissa, vous parlez de la souveraineté politique. J'aimerais poser la question à Tariq Hafez de la souveraineté politique. Je vais poser la question dans ce sens que l'Angola s'apprête donc à prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Actuellement, c'est la Mauritanie qui qui tient ce rôle donc. Et Nouakchott qui a fait du bon boulot, comme on peut le dire un peu tous les jours. C'est-à-dire que la Mauritanie a œuvré réellement, et ça a été observé par de nombreux experts,
a œuvré, a porté la voix de l'Afrique dans les forats internationaux. Elle a mené ce qu'on appelle une présidence active de l'Union africaine. C'est ce qu'on attend aujourd'hui du prochain président de l'Union africaine, c'est-à-dire l'Angola. Est-ce que, à votre avis, justement, les pays africains tentent de se réapproprier la décision politique dont parle justement Bédis-Renissa, la souveraineté politique plutôt, la souveraineté économique aussi. On a vu que les pays, et on reviendra sur l'aspect économique plus longuement tout à l'heure, les pays économiques qui souffrent encore des décisions du FMI, des décisions qui datent des années 80 et qui se font ressentir jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore repris la souveraineté de la décision économique et de la décision politique aussi. Tout à fait. Quand on voit qu'une partie de l'Afrique, j'allais dire, commerce avec, et même un élément de souveraineté, c'est la monnaie, et qui est une monnaie qui n'est pas africaine en réalité, mais qui est française. Ça déjà, c'est un élément très important. Et ça commence à... Mais oui, mais tout à fait. Là, les choses commencent à changer. Ce qu'on est en train de voir en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest déjà. Ça pourrait faire boule de neige. Mais tout à fait, ça pourrait faire boule de neige et c'est très important. On est en train d'assister à... je pense à une révolution. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Oui, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une dynamique. On peut le voir aussi avec le Tchad, avec les décisions déjà sur le plan sécuritaire, la fin de l'accord de défense avec la France. Il faudrait juste que, en fait, les pays africains puissent comprendre que il faut quand même aller dans un même sens, c'est-à-dire essayer de travailler ensemble. Bien sûr, il y a le Mali, le Burkina et le Niger qui essaient de le faire, même si c'est assez confus. Mais il y a des éléments, effectivement, qui laissent entrevoir, c'est-à-dire un changement qui va être très important, qu'on pourra voir dans les prochaines années. Mais il faut continuer parce que les pressions sont énormes. Oui. Des pressions Justement, comment s'affranchir de ces pressions? Est-ce qu'il y a moyen de s'en affranchir? De ces ingérences, si on peut si on doit les nommer? Déjà, je pense qu'il y a un forum qui est très important, c'est l'Union africaine, justement, qui permet de pouvoir rassembler ces pays et travailler ensemble, faire face à ces pressions. Et je pense que le plus important, et ça c'est un élément très important, c'est le commerce, c'est l'économie, c'est tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir... Justement, l'économie africaine est plus essentiellement régie par le commerce que l'industrie, par exemple. Mais les choses sont en train de changer. Oui. Les choses sont en train de changer grâce à un élément qui est important, c'est les nouvelles élites. Oui. Les nouvelles élites africaines, je pense qu'en Algérie, on n'est pas conscient, mais il faut aller voir les élites au Nigeria, il faut aller voir les élites en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est même pas la peine de dire en Afrique du Sud. Les choses sont en train de changer dans un pays comme le Rwanda. J'ai eu l'occasion d'assister à une importante réunion, une rencontre, une assemblée générale de l'Afreximbank. Quand vous voyez le niveau des banquiers, des hommes d'affaires, des hommes politiques dans ce type de forum, on se dit que vraiment, il y a énormément de choses à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'en Algérie, et on va le voir, parce qu'il y a au mois de septembre prochain, donc la foire, la grande foire organisée, donc internationale, africaine, qui va être organisée par l'Afreximbank avec l'État algérien, et on va voir le niveau, justement. Donc, ce qui est important, c'est que l'on puisse créer des connexions, échanger et voir qu'il est peut-être plus intéressant de commercer, de travailler avec certains pays africains, peut-être qu'avec d'autres pays en Europe ou en Asie. Littéralement. Ah oui, littéralement. Littéralement. On a un marché. On a deux marchés qui sont en fait imbriqués. C'est le marché arabe, des pays arabes, et le marché des pays africains. Et ils sont... je pense que pour un pays comme l'Algérie, ils sont tout à nous. Il faut juste organiser, il faut mettre en place des mécanismes. Et ce qu'il faut aussi, c'est avoir des compétences. Les compétences existent dans tous les domaines. Des compétences algériennes qui connaissent l'Afrique.
Là, par exemple, je vais jeter des fleurs à mon ami Zine. Je pense que une des personnes qui connaît le mieux l'Afrique. L'Afrique et le domaine Combien de pays médiatique. Vous avez fait, Zine Cherfaoui, en Afrique? Un bon paquet. Le domaine médiatique en Afrique. Il n'osera pas dire le vrai chiffre. Ah oui, non, le domaine médiatique en Afrique, Zine Cherfaoui est une référence. Et il y a autant de personnes qui sont des références dans le domaine des engrais, dans le domaine du commerce, dans le domaine des forêts hydrauliques, des hydrocarbures. Il faut juste faire en sorte d'aller vers ces personnes, leur dire voilà, leur confier des missions. Il y a aussi un autre élément qui est important, qu'on oublie souvent. L'Algérie a formé énormément de cadres africains. Mais à un niveau, beaucoup sont arrivés à des postes de responsabilité, autant dans le civil que dans le militaire. Dans les grandes entreprises aussi, notamment, comme Sonelgaz, vous voulez dire, Sonatrach, c'est ça? Sonatrach, Sonelgaz, pas que. Toutes les universités algériennes ont formé des cadres. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'être à Madagascar, à Antsirabé. Il y a un monsieur qui est venu à l'hôtel et qui a dit « Moi, je suis le seul pharmacien de la ville, j'ai été formé à Constantine. » Et il me dit « Moi, j'ai même pas eu l'occasion d'aller à la cité universitaire, j'étais hébergé chez des amis algériens, au sein d'une famille. » C'est-à-dire que les relations, les connexions peuvent se faire très, très rapidement. Autant au niveau officiel, à travers des personnes qui sont à des postes de responsabilité partout en Afrique, qu'à travers des personnes qui font du business, qui ont été formées en Algérie et qui ne demandent qu'à travailler avec l'Algérie. Alors, Zine Cherfaoui, justement, est-ce que l'externalisation, justement, de la décision politique, parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions internationales qui dictent à l'Afrique, à une grande partie de l'Afrique, ce qu'il faut faire dans sa gouvernance économique, dans sa gouvernance politique. Est-ce qu'il faut commencer par là? Oui, la réponse est oui, évidemment, avant de penser à des stratégies économiques. Et on va le voir avec les blocs régionaux, c'est quelque chose de concret aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas une chimère. Mais ce qui fait défaut au continent, c'est ce manque de souveraineté politique. Alors concrètement, comment on peut dépasser ça aujourd'hui en Afrique? Sans parler de mécanismes extrêmement complexes. Moi, je me souviens, il y a 2 semaines, vous aviez consacré une émission à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique a besoin des institutions internationales pour se développer. Il y a une institution qui est extrêmement importante, c'est l'ONU. Alors tout le monde, c'est une institution qui est actuellement décriée. Pourquoi? Parce que son Conseil de sécurité, qui est monopolisé par 5 membres permanents, qui est bloqué surtout. Oui, ce Conseil de sécurité qui est totalement bloqué. Qui est bloqué, mais qui fonctionne, qui s'appuie ou qui repose uniquement sur les intérêts des 5 membres et pas du reste de la planète. Mais l'Afrique a quand même besoin de l'ONU, parce que l'ONU, c'est quoi? Il n'y a pas que le Conseil de sécurité, il y a les autres agences de l'ONU, c'est extrêmement important. Et donc ces agences sont extrêmement utiles pour aider l'Afrique à mettre en place des politiques susceptibles de permettre un développement. L'UNICEF, l'UNESCO, le HCR, etc. Donc ce sont des agences qui font un travail admirable. Il y a une tentation de beaucoup de personnes de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors on conteste le Conseil de sécurité, il faut le contester parce que il est l'héritier d'un ordre issu de la Seconde Guerre mondiale, donc il ne correspond plus aux équilibres mondiaux actuels, donc la réforme est nécessaire, mais l'ONU est une institution, est une organisation importante. Donc, par la suite, bon, il y a beaucoup de facteurs qui plombent le développement de l'Afrique. Tout à l'heure, Tarek Hafed parlait de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine, héritière de l'OUA, est un instrument extrêmement important. C'est le siège où les présidents africains, où les Africains discutent d'eux-mêmes, de leurs problèmes et de leur avenir. Mais bon, il faut se souvenir, là juste pour donner une idée sur la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur, le budget de l'Union africaine est assuré malheureusement encore par des donateurs extérieurs. Donc l'Union africaine n'arrive pas encore à
à voir où les pays africains n'arrivent pas encore à faire fonctionner l'institution qui est censée les représentants avec leurs propres moyens. Donc cela dénote encore de la fragilité de l'Afrique et de l'Union africaine. Et cette fragilité est aggravée par le fait que, c'est vrai, on donne beaucoup d'exemples de pays qui enregistrent des croissances de 5%, de 6%, mais il faut aussi voir l'incidence de cette croissance économique sur la population. Il y a des pays qui sont champions en croissance, mais lorsque vous voyez cette croissance ne profite pas aussi à la population. C'est pas être une croissance qui est tirée par des ressources naturelles, etc., pas forcément par une compétence. Oui, en termes d'incidence, on ne voit pas d'incidence sur les populations. Il n'y a pas de transferts sociaux, on va dire. Oui, il n'y a pas de transferts sociaux, mais c'est une croissance qui ne profite pas, aux populations. J'ai plein d'exemples de pays que l'on cite souvent dans la presse comme des exemples à suivre en matière de développement économique. Mais lorsque l'on analyse profondément les exemples en question, on se rend compte que en termes d'indice de développement humain, par exemple, ils sont les derniers ou presque les derniers. Donc des développements comme ça ou des croissances comme ça, je suis tenté de dire qu'on n'en veut pas. Donc, mais plus largement, on en a encore parlé lors de votre précédente émission, oui, le potentiel, il est là, les ressources humaines sont là, les ressources sont là, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui aujourd'hui empêche un décollage de l'Afrique? Bon, en premier lieu, moi je suis tenté de citer le problème de la dette. La dette africaine est colossale, elle est asphyxiante. La dette africaine, ce n'est pas la dette des États-Unis qui frôle les 90 000 milliards de dollars, mais pour l'Afrique, on est à peu près à 1150 milliards de dollars. Donc pour des pays, par exemple, et il faut savoir que plus de la moitié des pays africains sont très endettés, voire même surendettés. Et rien que pour l'année 2023, si mes données sont bonnes, rien qu'en service de la dette, pour l'année 2023, les pays africains ont payé l'équivalent de 160 milliards de dollars. Le service de la dette, de toute la dette, c'est 1400 milliards de dollars. Alors, aujourd'hui, s'il y a une action à mener pour permettre à l'Afrique, justement, d'atteindre toutes les promesses dont parle Tarek Hafid, c'est de plancher sur la dette africaine. C'est trouver une solution à la dette africaine. Sans solution à la dette africaine, je pense que c'est le nœud gordien du problème. Alors justement, vous avez l'Institut africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement qui a lancé aujourd'hui même au Nigeria le forum sur la gestion de la dette pour l'Afrique, les causes profondes de ces problèmes persistants, des problèmes de l'Afrique d'endettement ont été attribuées à la faible productivité économique, on en parlait, à la faible gouvernance et aussi à la capacité institutionnelle interne à mobiliser les revenus et à gérer les dettes de manière productive. Alors justement, on va donner la parole et on va revenir à vous, Zine Sharfaoui. À Badis Khnissa aujourd'hui aussi sur cette question de gouvernance économique qui peine justement face à la dette africaine qui semble insurmontable pour nombre de pays africains. Vous me permettez, comme j'ai un déficit de temps de parole, j'aimerais juste revenir un peu sur la question précédente. Mais non, vous êtes libre, vous prenez le temps qu'il vous faut, Badis Khnissa. Merci. Il est très important de revenir sur un élément majeur qui est, on ne peut pas évoquer aujourd'hui la souveraineté de la décision politique sans développement. On ne peut pas évoquer le développement sans stabilité, qu'elle soit stabilité politique et stabilité sécuritaire. Or, aujourd'hui, le talon d'Achille de l'Afrique, c'est effectivement l'insécurité, l'instabilité et surtout les conflits, que ce soit des zones de conflit entre des États ou des conflits avec des nébuleuses terroristes, et notamment comme le Sahel. Donc, je pense que le levier majeur pour qu'on puisse justement rendre l'Afrique audible,
et qu'elle soit justement présente, notamment au Conseil de sécurité et notamment à l'ONU, mais qu'elle soit aussi écoutée, sa voix écoutée, qu'elle soit une caisse de résonance, il faut qu'il y ait cette stabilité sécuritaire. Et c'est pourquoi il me semble important aussi de relever certains éléments, d'ailleurs, qui ont été évoqués par le ministre des Affaires étrangères lors de sa tournée, mais aussi par le président de la République dans tous ses discours, à savoir le développement durable de l'Afrique et la clé de voûte, notamment pour mettre un terme au fléau du terrorisme rampant, du terrorisme international et même du crime de toute nature qu'il soit. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'Algérie a joint les actes aux paroles avec le fonds d'investissement mis à disposition pour le développement durable, doté d'1,5 milliard, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il me semble aujourd'hui, et l'Algérie a après fait écho sur cet aspect, à savoir comment élaborer une architecture sécuritaire, comment élaborer une architecture économique, politique, pour justement ces États, et notamment, si je prends l'exemple du Sahel, mais pas que, il y a aussi la Corne de l'Afrique, où il y a beaucoup d'éléments, notamment d'instabilité, mais pour arriver à ce, je dirais, décorum qui permettra effectivement à terme de permettre à l'Afrique d'être une caisse de résonance, pour ça on a besoin de rassembler, unifier justement, parfois les voix dissonantes, parfois les ennemis d'hier qui deviennent les amis d'aujourd'hui, pour une cause commune qui est celle de justement porter la voix de l'Afrique. Et ça a été évoqué, et là je reviens un peu sur les éléments subsidiaires qui viennent par voie de conséquence par la suite, à savoir la résolution de la dette, la résolution des problèmes dans une stratégie globale mais surtout inclusive, qui permet à tout un chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, mais surtout aussi qui a apporté une solution globale, mais aussi en fonction de ses contraintes régionales. Alors, là, quelles peuvent être les solutions justement pour faire face à cette dette africaine? C'est l'objet de ma question, justement. D'abord, comme je disais, établir une stratégie globale sur l'aspect économique, mais qui tire son essence de la stabilité. Il faut qu'on ait une stabilité politique, notamment dans certains États, pour qu'on puisse élaborer, que ce soit dans certains groupements comme la CEDEAO, mais autres, qu'il y ait une stratégie pertinente, mais surtout aussi légitime, et qui, parce que, comme vous le savez pertinemment, l'attractivité économique de l'Afrique est fondamentalement fondée sur la stabilité. Donc les retours des investisseurs notamment, qu'ils soient entre Africains, et d'ailleurs c'est pourquoi l'Algérie, là aussi, œuvre dans sa profondeur et sa dimension africaine en matière d'échanges commerciaux, pour qu'ils soient à la hauteur, encore une fois, des potentialités des États tant limitrophes que vers le lointain, et d'ailleurs c'est pourquoi l'Algérie tisse des liens et des canaux, comme j'ai expliqué, de dialogue, mais aussi d'action notamment, pour relever l'économie africaine. Mais encore une fois, c'est un effort collectif, c'est une réflexion et une action commune qui se doit de se faire dans un espace géopolitique clair, avec une feuille de route claire, mais surtout aussi qui a une voix qui porte notamment au sein de la structure de la gouvernance mondiale. Et c'est là où je reviens aussi sur un autre aspect peut-être sur lequel j'ai anticipé tout à l'heure, à savoir comment réformer ce Conseil de sécurité, comment réformer cette ONU pour permettre, encore une fois, que la vétocratie ne prenne pas le pas à chaque fois, et que des pays, des États comme l'Afrique, notamment dans une décision continentale, dans un élan continental, puissent apporter justement leur pierre à l'édifice, mais aussi porter le là et un vis-à-vis par rapport à un Occident en recul, faut-il le rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qui, dans un esprit de néocolonialiste, aujourd'hui se retrouve chassé de l'Afrique, mais encore une fois, il faut accompagner tout cela par une feuille de route pragmatique, et je pense que l'Algérie a tous les éléments aujourd'hui en main pour jouer ce rôle de locomotive, ce pays pivot, pour établir une stratégie collective commune, mais surtout inclusive. Alors justement, Cherfaoui, les politiques d'intégration régionale transformées en communautés économiques régionales ne sont apparues sur le continent que lorsque les pays africains avaient compris que pour faire face donc aux contraintes que génère la mondialisation, il fallait accélérer la transformation des petites économies fragmentées du continent en un ensemble économique structuré et cohérent. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça n'est pas toujours le cas, d'après des experts économiques qui disent que justement ces blocs régionaux font des partenariats bilatéraux, multilatéraux, et c'est un peu une espèce d'agrégat économique qu'on n'arrive pas toujours à lire.
Est-ce que c'est la réalité? Oui, alors juste avant d'essayer de répondre à votre question, apporter un élément de réponse par rapport à la problématique de la dette. De la dette. On va y revenir justement. Oui, alors le règlement de la dette africaine ne peut pas se faire sans une réforme du système financier international. Parce que tel qu'il est conçu, l'Afrique est condamnée à traîner cette dette comme un boulet de canon. Donc il est impératif de réformer ce système financier international. Et le problème, c'est que la réformer dans quel sens, pardon? Dans quel sens? C'est-à-dire pour l'Afrique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire éliminer cette dette, ça n'est pas trop possible. L'échelonner, comment ça pourrait se passer? Oui, on peut restructurer, suspension, allègement et annulation. L'Algérie a bien annulé la dette d'un certain nombre de pays qui ne pouvaient pas honorer leur dette. Donc pourquoi pas? Il y a des pays extrêmement dans la difficulté. Il y a des pays qu'on pourrait même qualifier de faillis. L'un des services que l'on pourrait éventuellement leur rendre, c'est justement d'effacer cette dette. Imaginez-vous alors des pays qui sont extrêmement endettés. Pour aller sur les marchés financiers internationaux, ils sont obligés, il y a une prime Afrique, alors pour emprunter de l'argent, ils payent plus cher que d'autres. Donc on est dans un cercle vicieux qu'il va falloir un jour ou l'autre casser. Mais pour revenir à votre question, il y a 8 zones économiques en Afrique. L'Afrique est un continent en devenir, il est en construction, donc on ne peut pas toujours comparer l'Afrique à de vieux continents comme l'Europe, comme les États-Unis ou comme l'Asie qui a connu ces 30-40 dernières années une évolution fulgurante. Donc l'Afrique est un pays qui essaye d'apporter des réponses aux problèmes qu'il a. Alors, les zones économiques, les blocs économiques, les 8 blocs ont déjà le mérite d'exister. Mais lorsque le diable se cache dans les détails, lorsque l'on analyse les échanges entre pays d'un même bloc ou entre pays d'autres blocs, on se rend compte que les échanges interafricains sont malheureusement très faibles. Le pourcentage. Alors l'Afrique, les pays africains échangent plus avec les autres continents qu'ils n'échangent entre eux. Donc, et ça, c'est malheureusement, en début d'émission, je parlais de l'Ouganda, du Burundi, on peut parler aussi du Kenya. Je ne vois pas pourquoi nos importateurs, par exemple, importent leur café d'autres continents alors qu'ils ont sur place un café d'excellente qualité et probablement moins cher que ce qui se... Mais est-ce qu'on peut parler de marketing aussi qui manque à l'Afrique? L'Afrique se vend mal, elle vend mal ses ressources. Vous le disiez, le café, on va le chercher le thé ou le café, oui, par exemple. Il y a d'autres produits qu'on pourrait importer d'Afrique et ça permettrait peut-être de faire des économies au trésor public. Mais encore une fois, donc, il y a la zone de libre-échange africaine qui vient d'être créée. Elle donne des possibilités supplémentaires aux Africains pour multiplier leurs échanges. Je pense que c'est une opportunité qui est offerte à des pays comme l'Algérie pour revoir un petit peu son commerce à l'international. Mais encore une fois, le fait que l'Afrique ou les pays africains commercent plus avec l'étranger qu'avec leurs voisins, ça veut dire qu'il y a encore problème, et ça veut dire que certains produits ne sont pas encore disponibles en Afrique. Et le problème, c'est que, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a le potentiel suffisant pour fabriquer un certain nombre de produits qu'elle importe d'autres continents. Oui, comme en Algérie d'ailleurs,
Il y a des produits qu'on n'importe plus puisqu'on les produit localement. Sur cette question d'intégration des blocs régionaux, Tariq Hafid, est-ce que ça a transformé tout de même l'économie africaine? Je le disais justement, je vous le disais tout à l'heure, que l'Afrique est plus représentée par une économie de commerce que d'économie de l'industrie, si on peut exposer les choses comme ça. Vous dites que les choses sont en train de changer. Comment concrètement? On le voit déjà en Algérie. Oui. On va dire, on pourrait appeler ça le second boom industriel de l'Algérie, où effectivement on produit, on ne s'en rend pas compte, mais on produit énormément de produits. Il y a une diversité de produits, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple, ou dans des domaines comme par exemple l'électricité, dans toute la gamme de produits électriques nécessaires à tout ce qu'on voit autour de nous. Oui. Beaucoup de choses sont produites en Algérie et on peut encore produire beaucoup plus et même exporter. Oui, mais à l'échelle du continent, pour qu'il y ait justement, à l'échelle du continent, quand on discute avec des personnes qui sont dans l'industrie électrique, l'électrification de l'Afrique est en plein développement, et ce sont généralement des produits qui sont importés soit d'Asie, soit d'Europe, du continent américain. Alors qu'on pourrait saisir ce marché, c'est ce que bien sûr qu'on pourrait saisir ce marché, et ce marché est très très important. C'est le marché naturel. Bien sûr, c'est notre marché naturel. Le marché des hydrocarbures, les engrais, nous avons maintenant une expertise réelle et nous pouvons aller dans ces domaines. Tout à l'heure, M. Khnissa parlait du fonds de développement. J'allais y revenir justement. Le fonds de développement, je pense que ça doit être un fonds de développement économique et non pas être utilisé comme étant un fonds pour, j'allais dire, de solidarité ou humanitaire, ou essayer d'aller vers... C'est le but, Tariq Hafid? C'était le but, justement, c'est pour lancer des projets de développement en Afrique? Alors, je pense oui, mais je pense qu'on devrait l'utiliser autrement. C'est juste tout à l'heure, je pensais par exemple, j'avais parlé du secteur bancaire. C'est un fonds qui pourrait intervenir dans l'achat de banques, dans l'achat d'institutions financières. C'est un fonds qui pourrait aussi accorder des lignes de crédit à certains pays avec l'obligation d'acheter algérien, par exemple. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites, vraiment réalisées très très rapidement et qui sont profitables à l'Algérie. Si on voit maintenant, je reviens au domaine de l'aérien qui est central dans la position de l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, sur le plan de l'aérien, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Il y a très peu de pays qui offrent la sécurité, un ciel sécurisé, totalement, avec la possibilité d'avoir des aéroports en moyenne peut-être de 400-500 km, donc pour éviter tout incident et donc pouvoir atterrir en urgence sur des pistes qui sont parfaitement aménagées. Il y a cet aspect. Il faudrait déjà, dans ce domaine, essayer de poser la question un jour à l'ENNA, combien rapporte à l'Algérie le fait de traverser le ciel algérien. On va être surpris, ça rapporte énormément d'argent à l'État algérien, parce que justement l'Algérie offre un ciel sécurisé. Il y a aussi la question du développement de l'aérien qui est centrale. On ne peut pas imaginer, par exemple, comment on fait pour aller à N'Djamena, par exemple, à partir d'Alger? C'est compliqué. Il faut aller peut-être jusqu'au Caire ou à Istanbul ou alors essayer d'arriver jusqu'à Addis pour aller jusqu'à N'Djamena, alors que N'Djamena, c'est possible. Mais oui, mais tout à fait. Plus que possible. Donc développer l'aérien pour les passagers et aussi pour le fret. Et Tam, effectivement, peut être une base logistique très très importante, sans pour autant aller dans de grands projets, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, type CDAO, mais juste avec des projets, avec TAM, avec la route Tindouf-Zouirat, avec les zones de libre-échange aussi qui sont prévues,
on pourrait faire avancer les choses, mais vraiment d'une façon très très importante. Et quand il y a le développement, nécessairement, il y a la stabilité. Il y a la stabilité et la sécurité aussi. Bien sûr. Alors, c'est pas ce que disait Badis Rissa. On va vous redonner la parole tout à l'heure, Badis Rissa. Vous voulez réagir? Oui, je voulais juste dire que... Juste pour terminer. Pour favoriser justement le commerce et les échanges commerciaux, économiques entre les pays africains, il est important, vous avez commencé par parler de zone économique africaine, il est important de poursuivre l'effort d'intégration en Afrique. C'est important. Il y a la zone la plus intégrée, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est le cas. La zone la plus intégrée, c'est l'Afrique de l'Ouest. Bon, maintenant, la zone ouest-africaine est en train de vivre des mutations. On a la scission de 3 pays qui forment l'AES, qui sont maintenant réunis au sein d'une confédération. Il nous reste 2 minutes. Mais c'est juste pour dire que on ne peut pas fluidifier les échanges commerciaux et les échanges économiques. Il y a extrêmement d'opportunités. Je ne vais pas refaire le débat de Takrafit, mais pour fluidifier, il est important de poursuivre l'effort d'intégration. L'effort d'intégration, pour vous, c'est la recette. Badis Rissa, sur cette question de développement, sécurité, pour vous, la sécurité doit primer d'abord? Écoutez, absolument, c'est une triptyque, c'est-à-dire développement, sécurité et souveraineté de la décision politique. C'est fondamental et c'est des conditions sine qua non pour apporter justement à l'Afrique des leviers nécessaires pour qu'elle puisse justement émerger, avoir l'essor qu'elle mérite. Et si vous me permettez juste, je reviens un peu à ce que disait Pierre Bourdieu. Vraiment rapidement, Badis Rissa, il nous reste l'aliénation coloniale. Oui. Très rapidement, l'aliénation coloniale. Il faut que l'Afrique se fasse confiance. Il faut que l'Afrique sache qu'elle est capable, notamment avec son capital humain qui est très envié par l'Occident notamment. Mais pour cela, on a besoin de construire des partenariats stratégiques, mais surtout aussi des partenariats structurels et non pas circonstanciels ou même conjoncturels, pour s'inscrire sur de long terme. Et j'en veux pour preuve, il y a 2 leviers fondamentaux au sein de l'ONU, d'ailleurs qui ont été un peu le sujet de discussion lors du dernier séminaire à Oran, à savoir l'activation de la résolution 2719 sur la sécurité et la paix, et versus le pacte de l'avenir. Le pacte de l'avenir qui doit être justement un espace commun dans lequel l'Afrique, certes sans obligations contraignantes, mais peut-être avec l'Algérie comme locomotive et d'autres pays, puissent justement mettre en exergue ce pacte de l'avenir et encore une fois apporter ce développement tant attendu qui mettra à néant les projets pernicieux et sibyllins de certains États qui souhaiteraient garder justement l'Afrique sous tutelle. Oui, merci beaucoup Badis Rissa. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci à vous Zine Cherfaoui, vous êtes journaliste et consultant à Ifriqiya AFM. Tarek Rafid, je vous remercie aussi. Vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. On n'a pas pu avoir avec nous Mourad Selami qu'on salue depuis Tunis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.